Bonjour tout le monde, c'est bientôt Halloween, vous le savez, alors je me suis dit que ce serait sympa de se faire un peu peur tout en restant dans la DA de la chaîne. Donc globalement, parler de grands films d'horreur méconnus appartenant à une certaine décennie. Et ça tombe bien parce que vous savez aussi que le genre de l'horreur au cinéma, c'est quand même infini. Je veux dire, il y a 1000 sous-genres, du slasher au survival en passant par le found footage, et je veux dire, il y a de nombreux artistes qui se sont servis des codes pour réaliser des merveilles au concept génial, ou même des films cultes aujourd'hui connus de tous, de Shining à The Thing, de Alien au projet Blair Witch, en passant par les grandes sagas Vendredi 13, Freddy, Chucky, etc. Mais parmi ces grands films connus tous, il y a aussi eu pas mal de trésors oubliés. Des pépites que vous avez peut-être déjà vues, mais en tout cas qui sont pas rentrés dans la postérité. Des films moins connus qui méritent largement d'être découverts ou redécouverts. Dans cette sélection, j'ai sélectionné 5 films d'horreur, tous très différents, qui valent complètement le détour, et qui sont tous liés par juste un seul truc commun. Ils sont issus des années 80. Parce que c'est une décennie où vraiment, je trouve qu'on s'amusait avec les codes, qu'on les apprivoisait, qu'on les parodiait, qu'on les transgressait, qu'on cherchait à aller plus loin. Enfin voilà, il y avait des codes qui étaient instaurés, on essayait de jouer avec en permanence. C'était aussi une décennie qui avait quand même une esthétique très connotée, et vous allez voir, ça va être le cas des films dont on va parler. J'ai du lourd dans ma sacoche, c'est parti pour ces trésors cachés du film d'horreur des années 80. Et vous avez vu que là, avec mon t-shirt, je suis quand même dans le thème, et ça, c'est grâce au partenaire de cette vidéo, qui s'appelle Eleven Oasis, qui a eu la gentillesse de m'envoyer ce t-shirt issu de leur collection spéciale Halloween, qui rappelle un peu l'époque bénie des creepshows, de chair de poule, de la découverte de Scream ou d'Halloween quand j'étais au collège, bref, toute cette époque un peu film d'horreur. Et Eleven Oasis, c'est une marque de fringues masculines qui ont un petit peu de tout, qui font un peu de tous les styles, des t-shirts, aux accessoires, aux pulls aussi, par exemple. Par exemple, ce hoodie, là aussi oversize hyper confort que je vais mettre sur moi en claquant des doigts. Ils ont donc une collection Halloween, mais ils ont même tout simplement des vêtements, bon, très typés US, on va pas se mentir. Moi, ce hoodie un peu oversize, je l'adore. Bon, je fais 1m92, j'ai pris du double XL pour être hyper confort, c'est un régal. Genre là, c'est mon petit outfit, regardez, c'est propre, non mais bon, après là, j'ai un peu l'impression d'être sur TikTok, je vais arrêter ça très vite. Donc là, j'insiste sur la collection Halloween parce que c'est la période, mais faut aller voir un tour sur leur site, hein, vraiment, c'est hyper varié, et évidemment, j'ai 20% de réduction pour vous avec le code INTERCUT20, qui s'affiche ici, ou même directement avec le lien en description, c'est plus rapide. Merci beaucoup à Eleven Oasis, nous on se replonge dans la vidéo. Et pour commencer, bon bah on va y aller direct, vite et fort, un gros morceau, réalisé par Fred Dekker, qui nous sortira un peu plus tard le génial The Monster Squad. On a droit à un gros film d'horreur ultra référencé, bien régressif, qui aurait largement marqué un petit Sam Raimi ou un petit Peter Jackson ou même un petit James Gunn. Night of the Creeps, c'est le film idéal pour vous plonger direct dans l'ambiance de cette vidéo. Parce que dans Night of the Creeps, on retrouve vraiment tout ce qu'on aime dans le cinéma d'horreur américain des années 80, concentré en un seul et même film. Alors ça commence direct, en 1960, quand des extraterrestres relâchent par erreur une espèce de bestiole redoutable, une espèce de sangsue mutante qui s'écrase sur la Terre. Ellipse, on est quasiment 30 ans plus tard, en plein cœur des années 80, et on suit 2 étudiants un peu paumés qui, en pleine nuit et pour impressionner leurs camarades, se rendent à la morgue, déterrent un corps et libèrent accidentellement l'espèce de parasite alien qui commence alors à transformer les humains en zombies dégueulasses et à faire un carnage dans la ville. À partir de là, ça sombre dans le chaos le plus total et le plus réjouissant, entre flics désabusés au passé tragique, balles de promo qui virent au massacre et répliques complètement folles balancées avec un espèce de second degré assumé. Ce mélange d'extraterrestres, de zombies, de teen movie, enfin voilà, ça aurait vraiment pu virer dans le n'importe quoi, ça y va dans un certain sens. Mais c'est surtout un film qui veut en permanence garder un ton hyper ludique, hyper jubilatoire, et du coup ça fait de Night of the Creeps une sorte de lettre d'amour à tout un pan du cinéma d'horreur, avec des références explicites que n'aurait pas renié un certain Wes Craven. Mais même au-delà du plaisir ultra régressif qui est bien présent, je trouve que Night of the Creeps, ça va même plus loin. Je dirais même qu'il est peut-être plus malin qu'il en a l'air. Parce que le film va détourner les codes des séries B pour mieux les célébrer, ça c'est sûr, et du coup il va pousser chaque cliché à l'extrême, chaque scène qui est quand même montée avec une précision qui trahit un vrai cinéphile
est un vrai cinéaste derrière la caméra, mais chaque scène va loin en fait, on n'hésite pas à aller très très loin tout en faisant preuve d'une certaine maîtrise de mise en scène. C'est aussi ce que peut faire par exemple un Stuart Gordon dans Reanimator. La mise en scène a une vraie énergie, elle alterne entre hommage aux films de drive-in, vous savez les films d'horreur des années 50, et pur cauchemar de science-fiction à la Carpenter. En fait, je veux dire, on a un film qui a compris que le fait de jouer avec les codes de manière décomplexée et too much, bah ça n'empêche pas de respecter ton film et ton genre tout entier. Donc t'auras des vraies séquences ultra terrifiantes, ultra bien foutues, hyper bien photographiées, vraiment des vraies séquences bien flippantes, horrifiques des années 80, avec une vraie générosité et des vrais clins d'œil aux films précédents, enfin aux films qui ont un petit peu créé ces codes-là. Et vous voyez, moi j'aime bien aussi ces petits clins d'œil à ces grands classiques qu'on va chercher dans un peu tout le long du film, parce que le film vraiment il cite ouvertement pas mal de grands classiques du genre. Hein. Et cette alliance entre humour, décomplexion, générosité et gore, et je trouve que ça fait de Night of the Creeps un film parfait pour entamer cette plongée dans l'horreur des années 80. Bon, alors là, on a bien rigolé, mais n'oublions pas que les années 80, c'est aussi une décennie qui était quand même vraiment pas mal, hein, pour te pondre des films au concept bien tordu. Parfois bien glauques même, et qui peuvent aller très loin dans l'horreur psychologique. Et là, directement, j'ai envie de vous amener vers Scream for Help. Un film sorti en 1984, réalisé par Michael Weiner, qui est plus connu pour ses polars assez violents, genre Un justicier dans la ville, mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout que le film est écrit par Tom Holland, pas l'acteur de Superman, mais le créateur de Chucky. Et le film, il part d'un postulat hyper simple. Une adolescente est persuadée que son beau-père veut assassiner sa mère avant de la tuer elle-même. Mais en fait, personne ne la croit, cette adolescente. Et très vite, ce point de départ, il se transforme en cauchemar à la fois intime, parce qu'on va déconstruire complètement l'espèce de cliché de la petite famille américaine, et en cauchemar assez terrifiant aussi, je trouve. Hein. Et on va filmer la banlieue américaine très propre comme étant un espèce de piège pour une héroïne qui ne peut pas s'en sortir, et on sait pas trop ce qui se passe. Dans un premier temps, pourquoi elle pense ça, ensuite pourquoi personne ne la croit. Le premier tiers, il est très déstabilisant. Mais quand arrive la violence, elle éclate vraiment avec une brutalité qui glace. Hein. Et c'est aussi un film qui joue beaucoup sur un érotisme en fait. Parce qu'il y a de la tension psychologique, il y a un érotisme hyper trouble, parce que voilà, sans spoiler, le sexe est très présent dans les thématiques du film. Il a une vraie place dans la narration. Et vraiment, Scream for Help, c'est quand même un film qui déploie un malaise assez constant. What do you write in that diary all the time anyway, Christy? The life and times of a teenage sex maniac? Not only is he an incompetent murderer, he's a total asshole. Et c'est pareil, ce qui rend le film assez fascinant, c'est l'intelligence avec laquelle il manipule ses spectateurs. Parce que Tom Holland, il connaît les codes, je veux dire, il connaît les règles. Et au scénario, en fait, il détourne les codes du thriller domestique et même du drama adolescent, j'ai envie de dire, pour en faire un vrai film d'horreur, quoi. Je veux dire, chaque scène, elle est empreinte d'un espèce de doute, elle essaie de pousser plus loin un certain tabou, et ça m'a aussi fait penser beaucoup au premier court-métrage de Ari Aster, vous savez, The Strange Thing About the Johnson, sur ce père qui est agressé sexuellement par son fils. Dans cette espèce de violence, dans ce tabou terrible, le beau-père est-il vraiment coupable? Tout ça n'est-il qu'un délire adolescent? Jusqu'où ça va aller? Il y a vraiment une ambiguïté qui est bien présente et qui déploie aussi une certaine cruauté, je veux dire. La maison, c'est un champ de bataille psychologique, t'as une bande-son c'est vraiment une nappe, c'est vraiment des nappes de synthé dissonantes, assez stridente et vraiment assez oppressante. T'as cette tension sexuelle sous-jacente qui vraiment transpire, quoi, et qui donne au film, allez, j'en fais beaucoup, mais presque une dimension presque Hitchcockienne, quoi. Je veux dire, en fait, tout part du sexe, quoi. Scream for Help, c'est une descente dans la manipulation, une descente dans le désir et la peur, et une écriture d'une rare perversité. Come on, they're doing it! Would you forget locking the stupid car? What were they doing? Fucking! What? Ok, alors pour continuer, j'ai quand même un troisième film que je trouvais être là très sous-estimé, et ça m'embête un peu. J'ai vu qu'il était quand même assez mal noté en vrai sur internet, et je suis pas vraiment d'accord, hein. Un film que j'aime beaucoup, qui s'appelle Les Secrets de l'Invisible.
Ce film, il fait partie des perles un petit peu oubliées de l'horreur américaine, où 3 jeunes femmes, journalistes, en route pour un reportage sur une petite ville rurale, ont un problème d'hôtel qui les pousse à accepter l'hospitalité d'un homme, bon, qui a l'air sympa en apparence, qui est discret, qui vit dans une vieille demeure familiale avec sa sœur, sauf que, en fait, une fois qu'elles ont accepté cette invitation, l'atmosphère devient bizarrement lourde, les silences se multiplient, et surtout, la maison semble cacher un secret bien plus sombre que je vais pas spoiler, mais sachez que c'est un film pareil qui va aller assez loin. Et par contre, sachez aussi que le scénariste, c'est Kim Henkel, qui est le scénariste de Massacre à la tronçonneuse, le premier, et ça se voit. Je pense que ça se voit rien qu'aux quelques images que je vous ai montrées. Croyez-moi, dans l'écriture, la narration et la représentation de l'horreur, c'est pareil. Et c'est déjà un gros compliment. Dans cette espèce de rythme lent, étouffant, dans ce récit ultra malsain et glauque, en fait, vraiment, ici, on va traiter la peur avec une espèce de retenue assez glaciale jusqu'à une explosion ultra perverse, quoi. Et j'insiste, on y retrouve les mêmes images chocs que dans Massacre à la tronçonneuse, la même perversité que dans Massacre à la tronçonneuse, notamment vers ses héroïnes. Enfin, je veux dire, les liens, on les voit, même dans les thématiques, même dans le traitement de cette ruralité qui permet au cinéaste de parler, mais en fait de parler de plein d'autres choses, d'enfermement, de honte, de la dégénérescence cachée derrière le vernis américain. Je veux dire, c'est difficile de pas faire le lien avec toute la famille complètement folle de Leatherface dans le 3e acte de Massacre à la tronçonneuse. Et même dans la volonté de faire durer les scènes sadiques, de faire durer l'horreur et l'angoisse. Vraiment, c'est un récit qui prend son temps, qui fait durer ses scènes, et c'est comme ça que ça marche en fait, si on veut vraiment marquer. Et il y a aussi un premier degré que j'aime bien, enfin, je veux dire, le secret du film, qui est révélé dans sa dernière partie, il aurait facilement pu sombrer dans le grotesque, mais il est traité premier degré, avec une sorte de gravité qui emmène le film dans une sacrée direction. Vraiment, je veux pas trop en dire sur ce film, mais faites-moi confiance et faites pas confiance aux notes sur internet, hein, il faut le voir. Et puis voilà, cette photographie froide, désaturée, cette espèce de musique bizarre, elle est tellement bizarre, elle crée un malaise permanent. Ce jeu avec les suggestions pendant les 2/3 du film jusqu'à l'explosion totale, non, vraiment, Les Secrets de l'Invisible, c'est un film qui pourrait bien vous glacer le sang, et c'est pas un film à sous-estimer, faites-moi confiance. Alors, le 4e film, je pense que vous allez halluciner parce que c'est littéralement le même pitch que l'une des sagas d'horreur les plus connues de l'histoire du cinéma. Et c'est sorti bien avant. Mais vraiment, c'est assez fou. Enfin, moi, je l'ai découvert pour cette chronique, ce film-là, et j'ai vu le pitch, j'étais en mode, non mais attends, c'est pas possible, c'est incroyable, comment j'ai pu passer à travers. Je vais vous parler de Soul Survivor. Vous allez me dire si ça vous fait penser à un truc. En gros, on y suit Denise, qui est une jeune femme qui, suite à un concours de circonstances, échappe miraculeusement à un crash d'avion dont elle est la seule survivante. Tout le monde la félicite, les journaux s'emparent de l'affaire, elle a trompé la mort, ok, sauf qu'un détail cloche. Depuis cette affaire-là, quelque chose semble la suivre. Une présence qui la traque sans jamais vraiment apparaître, un peu comme si la mort venait réclamer ce qu'elle a perdu. C'est littéralement le même concept que Destination Finale, et c'est sorti 20 ans plus tôt. Je veux dire, c'est la même chose, le même incident de début, je veux dire, c'est le crash d'avion, quoi. La même idée, c'est complètement fou. Et du coup, vous connaissez, donc contrairement à un slasher classique avec une menace très personnifiée, ici on n'a pas le tueur masqué, on a juste une idée hyper angoissante qui est que l'univers entier veut ta mort puisque tu l'as trompé une fois. Concept hyper simple et hyper accrocheur que Destination Finale a rendu hyper célèbre, mais que Soul Survivor exploitait déjà, et avec vraiment pas mal de différences, notamment dans cette espèce de mélancolie et de tristesse étrange qui est présent pendant tout le film. Vraiment, ce qui frappe dans le film, c'est cette espèce de retenue et de lenteur, et cette capacité à filmer l'invisible, littéralement. Je veux dire, on a des cadres étranges qui sont très vides, qui laissent beaucoup d'espace pour mieux nous faire ressentir cette étrange présence autour des personnages, contrairement à Destination Finale, qui était quand même hyper bourrin. Je veux dire, Destination Finale prenait le concept et en faisait un espèce de teen movie bien gore, bien bourrin, bien régressif. Mais ici, c'est pas du tout pareil. Ici, l'horreur, elle est jamais spectaculaire, elle est abstraite, elle est
métaphysique et je dirais qu'elle est presque poétique en fait, dans le sens où Soul Survivor prend vraiment son sujet au premier degré. On sent la mort qui avance doucement vers notre personnage principal pendant que tout le monde continue à vivre sa vie. L'héroïne principale ne peut rien y faire, il y a une fatalité tragique qui exploite vraiment toute la mélancolie et le tragique de la situation, quoi, en fait, chose que Destination Finale ne fera jamais. Sans humour noir, hein, sans spectacle forcément hyper macabre, mais avec la volonté de faire un vrai beau film d'horreur tragique, assez modeste, parfois imparfait, ouais, je suis d'accord, notamment dans le jeu de l'actrice principale que j'ai parfois eu du mal à apprécier, mais c'est un film qui est très sobre, qui traite très bien de son idée, qui a une vraie ambiance funeste en fait, c'est ça le mot, c'est un film funeste, il est vraiment hanté par la mort. Vraiment j'ai beaucoup apprécié et ça permet de voir le concept de Destination Finale traité avec un peu plus de respect et de sérieux, et rien que pour ça c'est une curiosité à découvrir vraiment. Et pour finir, bon, peut-être le film qui explique pourquoi cette vidéo est sponsorisée, parce que je pense que j'arriverai vraiment pas du tout à la monétiser sur YouTube, hein. Franchement, j'ai peur, mais il faut que je parle de ce film, parce que ce film, il est vraiment incroyable, je trouve. Je vais faire très attention quand même aux images que je vous montre, je vous pose aussi un trigger warning sur ce film qui parle ouvertement et assez explicitement de violence sexuelle, et je vais vous parler de Incubus, sorti en 1982. Incubus, il est réalisé par John Hughes, qui est un cinéaste spécialisé dans le fantastique, qui n'a jamais vraiment percé, et bizarrement, c'est pourtant un de ces films assez dingues en fait, qui vous colle à la peau bien après le générique. L'histoire, elle démarre comme un polar, comme un film policier ultra noir, avec une enquête hyper sordide. Dans une petite ville américaine tranquille, plusieurs femmes sont retrouvées mortes dans des circonstances vraiment étranges, brutales, avec des meurtres qui sont souvent précédés de violences sexuelles. Un médecin, qui est joué par l'impeccable John Cassavetes, va mener l'enquête avec un journaliste et leurs soupçons vont rapidement se poser sur un jeune garçon qui s'avère être sujet à des visions cauchemardesques, des visions qui s'étendent rapidement et qui contaminent la réalité. Parce que oui, alors peu à peu dans ce film, la réalité se fissure et on comprend en fait qu'on n'est pas vraiment face à un polar, mais plutôt face à l'histoire hyper flippante d'une force terrifiante, sexuelle, presque démoniaque, globalement l'incarnation du désir et tout ce qu'il a de dangereux quoi. Ce mélange de thriller policier, de surnaturel, de film d'horreur organique, ça donne au film une identité assez unique en fait. Qu'en fait il navigue sans cesse entre enquête ultra rationnelle et pur cauchemar sexuelo-freudien en fait. Et ce qui rend Incubus aussi marquant, c'est sa manière hyper frontale d'aborder la violence. Alors, je veux dire, en fait, c'est assez malin, parce que le traitement très cartésien, puisqu'on est quand même dans, au début, le genre du polar où il faut trouver une rationalité à tout, le traitement très cartésien d'un sujet aussi fou et organique, je trouve que ça marque vraiment un contrepoint très intéressant. Et même, je trouve qu'il y a quand même une sacrée force dans la capacité que le cinéaste a de filmer le traumatisme. On ressent l'horreur dans chaque visage, dans chaque scène. Il y a des scènes qui sont quand même vraiment très marquante, assez difficile à voir aussi. C'est un film qui est assez dur, comme je l'ai dit, et on ressent l'horreur dans le jeu de John Cassavetes, qui est un homme qui essaie de rationaliser et qui est confronté à l'impensable en fait, et il est hyper convaincant. Et moi j'aime beaucoup en fait les films qui partent d'un postulat de départ ancré dans le réel et qui n'hésitent pas à prendre des tournants quasi mythologiques, un peu comme le fait John Carpenter souvent, je veux dire In the Mouth of Madness, c'est exactement ça, où le réel s'étire un peu et où l'horreur s'immisce en devenant l'espèce d'expression d'un inconscient collectif et d'un tabou horrible quoi. C'est difficile de vous en parler sans spoiler, mais c'est un film qui est rempli de pulsions, de violence, d'une viscéralité assez forte, qui fait le lien entre sexualité et terreur sans aucun détour, et qui a quand même du coup par ça une vraie force brute. Incubus, si les images que je vous ai montrées vous plaisent, il faut pas hésiter. A little shaken him. You told me about Tim's dream, because I'm having dreams myself. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une petite plongée dans les 80s, dans les films d'horreur des 80s, que je trouvais être assez intéressante. Vous savez, merci beaucoup à Eleven Oasis de soutenir la vidéo aussi. N'oubliez pas que j'ai un code dans la description, et le lien est en description aussi, pour découvrir leurs produits. Je suis sur Instagram très actif, je fais aussi 2 vidéos par semaine sur YouTube. Il faut pas hésiter à me suivre, à mettre la cloche pour être sûr de ne rien rater. Les amis, on se retrouve très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous, et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao à tous, bisous.